Ça fait maintenant un petit peu plus de 4 ans que je donne des workshops de groupe ou alors des workshops privés. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a une question qui revient vraiment très souvent, que ce soit pour des workshops de retouche ou alors de prise de vue. C'est mais comment est-ce qu'on fait pour avoir un joli grain de peau sur des photos? Aujourd'hui, ça va être le sujet de la vidéo. On va voir un petit peu différentes techniques, différentes choses qui vont vous permettre d'avoir un meilleur grain de peau, une meilleure texture de peau sur vos photos. Et vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas que la retouche qui compte. Pour commencer cette vidéo, je tiens vraiment à m'excuser parce que je sais déjà qu'il y a des gens qui ont cliqué sur cette vidéo en s'attendant à ce que je leur montre un flux de travail du début à la fin en leur donnant une technique magique pour la retouche. Alors si vous avez cliqué pour ça, je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout le contenu de la vidéo. Mais regardez quand même la vidéo jusqu'à la fin parce que je pense que vous allez quand même être intéressé par certaines astuces que je vais vous donner. Il y a peut-être des choses, vous allez dire « Ah, mais en fait c'est à cause de ça que j'ai pas... » Ouais. Voilà, en tout cas moi ça a été un petit peu ça lorsque j'ai commencé à mettre les choses bout à bout et que j'ai compris que la texture de peau en fait c'était pas forcément une question de retouche, parce que je pense qu'à nos débuts on a tous ce problème, on a tous ce moment où on se dit que en fait c'est à cause de la retouche, et en vrai c'est vraiment pas du tout le cas. Même quand c'est le cas, en fait c'est pas vraiment la raison à laquelle on pense, c'est pas parce qu'il nous manque une technique magique, mais c'est des fois plutôt parce qu'on applique une ou plusieurs techniques de manière complètement erronée. Je vais donc ici vous décomposer des éléments depuis le moment de la pré-production jusqu'au moment de la retouche, de manière à ce que vous compreniez ce qui est nécessaire pour avoir une belle peau à la fin, avoir une belle texture de peau. Comme ça, je pense que vous aurez déjà de quoi faire pour un petit moment pour améliorer la qualité de texture ou de grain de peau sur vos images. Je pense que certains s'y attendaient, d'autres peut-être pas du tout, mais bah oui, le choix du modèle a son importance. Le choix du modèle, alors je suis bien conscient que quand on travaille avec des clients privés, c'est extrêmement dur d'avoir le choix, parce que des clients privés, quand ils vous engagent, vous les shootez. Quand c'est pour d'autres types de photos, que ce soit de la beauté, que ce soit de la mode, que ce soit du portrait, peut-être pour des clients commerciaux, ou alors peut-être pour des projets personnels, pour des expos, ou peu importe, vous avez généralement un petit peu plus de choix que quand c'est pour des clients privés. En fait, ce qui change au niveau de la peau, surtout, c'est chaque personne est déjà unique en soi. À la base, on est tous uniques, on a tous une peau un petit peu différente, en tout cas le rendu peut différer d'une personne à une autre. Et aussi les éléments de la vie qui rentrent en ligne de compte. Quelqu'un qui fume aura pas la même peau que quelqu'un qui ne fume pas. Quelqu'un qui boit très peu d'eau dans la journée, qui a des soucis de déshydratation, il aura aussi une peau qui sera un petit peu différente de quelqu'un qui est bien hydraté. Quelqu'un qui mange mal ou quelqu'un qui fait du sport comme il faut mais pas à outrance aura aussi une peau différente. Quelqu'un qui fait beaucoup de ski, qui est souvent au soleil, qui est souvent à la plage, peut-être qu'à force de manger du soleil, la peau elle peut être un petit peu abîmée, un peu vieillie. Donc c'est des choses à prendre en compte. Des fois c'est un peu compliqué forcément, mais c'est vrai que voilà, si on a une peau qui est pas terrible au départ, qui a l'air un petit peu vieillie pour l'âge de la personne, un petit peu marquée, faut pas croire qu'à la fin on va avoir une jolie peau de bébé toute lisse avec quand même une belle texture bien régulière. Si la peau elle est pas très régulière au départ, ça va demander énormément de travail en post-production. C'est pas impossible de récupérer en post-production, mais c'est certainement pas la meilleure solution si vous êtes professionnel et que vous voulez gagner quand même de l'argent de ce que vous faites sans passer des heures et des heures devant un écran, ou alors si vous maîtrisez peut-être pas vraiment la chaîne de post-production. Il y a une chose qui m'a sauvé et qui m'a beaucoup aidé jusqu'à maintenant, que ce soit lorsque des clients commerciaux me demandaient de choisir les modèles ou de les aider à choisir, ou alors que ce soit pour des projets personnels. Très souvent, en fait, je regarde les photos que le modèle a dans son book. C'est-à-dire que je vais regarder les photos qui ont déjà été shootées. Des fois, je vais aussi regarder sur Insta ou sur Facebook pour voir peut-être des choses un petit peu plus récentes, ou éventuellement demander des pollas à l'agence, ça peut marcher aussi. Il y a une chose qui est assez frappante en général sur les photos des modèles, c'est si quelqu'un a toutes ces photos qui sont très retouchées, qu'il n'y en a pas qui ont l'air très légères, très bien retouchées, très fines, etc. Si généralement ça a l'air bien plâtré, bien couvert, bien lisse, c'est en général que la peau à la base elle est pas très belle et que les gens ont eu un petit peu de la peine à faire quelque chose de bien. Bah oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait pas quelque chose de magique avec quelque chose qui est forcément génial au départ. Si la peau elle est abîmée, généralement ça se voit sur le résultat. C'est pas un mal, mais si vous cherchez une belle texture à la fin, c'est clair que c'est mieux si vous choisissez bien au début. Donc regardez, pensez à regarder les photos. Si vous voyez que les photos ont l'air d'être très retouchées, c'est que généralement vous risquez d'avoir une peau qui est un petit peu abîmée et un petit peu compliquée à retoucher. D'où le fait que ce soit lisse chez les autres photographes. A l'inverse, si l'agence vous envoie des pollas et qu'ils sont hyper clean et que vous voyez que ça a l'air vraiment une très jolie peau, d'avoir quelqu'un qui prend soin de soi, qui prend soin de sa peau, alors qu'il y a juste de la chance, et qu'en plus de ça, vous voyez que dans le book, vous avez toutes les photos qui ont l'air super naturelles, voire presque même qui sont pas retouchées, en général, vous pouvez y aller plus ou moins les yeux fermés, vous n'aurez pas trop de soucis, parce que c'est aussi, encore une fois, preuve que soit les photographes n'avaient rien à faire et que même s'ils géraient pas du tout leur post-prod, ça sortait bien, ou alors que la peau était bien et que même avec des gens qui géraient leur post-prod, il n'y a pas grand-chose à faire, ou ils sont allés très légers, et que c'est très bien. Il y a des gens, bien entendu, qui vont lisser des peaux qui sont très belles à la base, mais ça, c'est une autre histoire.
Le deuxième point, il relève lui aussi un petit peu de la pré-production, c'est le maquillage. En fait, on est un petit peu entre deux parce que c'est déjà au moment de la production que le maquillage il va se passer, mais quand même, il y a 2-3 petites choses au niveau du maquillage qu'on peut gérer avant le shoot qui nous permettront de gagner un petit peu au niveau du grain de peau au moment du shoot et de la retouche. La première chose pour les photographes qui connaissent absolument rien au maquillage, arrêtez s'il vous plaît de croire que le maquillage ça peut tout corriger. Un gros furoncle au milieu du front avec du maquillage, ça va être très dur à le cacher. Oui, on peut corriger la couleur, non, on pourra pas faire un nivelage de la peau pour amener toute la peau au niveau du bouton. Ça va être vraiment très compliqué. Un bouton de fièvre, pareil, le cacher, c'est pas forcément chose aisée. Il y a des problèmes de peau qui sont malheureusement pas possibles d'être corrigés. Avec le maquillage, on peut corriger énormément de choses au niveau des couleurs, mais par contre au niveau de la texture, c'est vraiment compliqué. Donc si vous voyez que quelqu'un a une peau qui est vraiment très abîmée, il y a aussi une chose à se poser au niveau du maquillage. Si on peut rien récupérer, est-ce que vraiment ça vaut la peine de faire le shoot par rapport à ce qui est prévu ou pas? Il y a des jobs commerciaux où des fois, il vaut mieux renvoyer ou alors avoir un petit plan de secours pour trouver quelqu'un d'autre à l'arrache. Parce que ma foi, si on fait un shoot beauté et que la peau elle est pas vraiment géniale, c'est peut-être pas une grande idée que de faire le shoot. En maquillage, il y a une autre chose aussi, en plus du fait que on peut pas tout cacher, il y a l'autre chose qui est importante à savoir, c'est que il y a des produits différents. Il y a des produits différents, il y a des produits pour des types de peau différentes, il y a des produits qui rendent différemment sous différents types de lumière. Et ça vient aussi un petit peu avec l'expérience des maquilleurs ou maquilleuses. C'est un petit peu leur travail de savoir ce qui rend bien sur des sets photos ou sous d'autres types de lumière. Mais ça peut aussi faire partie un petit peu de notre travail. Si vous voyez un rendu une fois avec un maquilleur, une maquilleuse qui est vraiment génial, n'hésitez pas à demander un petit peu ou regarder un petit peu les produits que la personne utilise de manière à pouvoir voir un petit peu peut-être la marque de produit que vous appréciez, ou alors peut-être certains types de produits que vous appréciez pour ensuite pouvoir éventuellement diriger un petit peu les prochaines personnes avec qui vous allez travailler et éviter certains problèmes. J'ai eu certaines fois où il y a des produits qui ont été utilisés où je trouvais juste abominable le rendu. Au moins je sais que quand je vois ce genre de produit, j'essaye un petit peu soit d'aiguiller ou alors je fais confiance à la personne en espérant que ce soit mieux. Mais c'est vrai que souvent j'émets un petit peu des doutes. Au niveau des produits, on voit par exemple certains produits qu'on appelle HD ou Ultra HD, c'est par exemple le cas chez Make Up Forever. C'est des produits qui ont tendance à renforcer un petit peu la texture, et notamment, sauf erreur si je ne m'abuse, il y a un petit peu de silice dedans, ce qui fait que ça se dépose et en fait ça va réfléchir la lumière et renforcer l'effet de texture. C'est aussi le cas sur le duvet, et du coup le problème qu'il y a, c'est que si vous voulez pas voir le duvet et que vous employez ce genre de produit, ça va se voir encore plus du fait que le produit se dépose aussi sur le duvet et que ça a un rendu qui est ce qu'il est. C'est pas forcément moche, c'est simplement que si vous n'aimez pas le duvet, ça sera problématique. Et c'est le genre de chose qui est bien d'expérimenter et de savoir, parce qu'au moins vous savez quel type de problème éviter sur quel shoot, si c'est une demande du client ou si c'est des préférences personnelles. Pour ma part, j'aime bien les travaux qui sont très légers en termes de maquillage, j'aime avoir des produits qui sont très légers, d'avoir une application qui est très légère, avoir vraiment un maximum de pose sur ma photo. S'il n'y a pas besoin de fond de teint, il n'y a pas besoin de fond de teint, c'est pas grave, je vais pas mourir parce qu'il n'y a pas de fond de teint sur une personne. Pour moi, le but, c'est de corriger ce qu'il y a à corriger. S'il y a besoin de fond de teint, il y a besoin de fond de teint. S'il y a besoin d'autres produits, il y aura besoin d'autres produits. C'est pas important ce qui est mis sur la peau. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait le minimum sur la peau possible de manière à vraiment prendre en photo la peau pour avoir du grain de peau et pas des morceaux de maquillage. Surtout, je pense qu'on a tous vu ces photos de maquillage sur Instagram où il y a une peau qui est archi lisse. Alors oui, il y a des filtres dessus, mais il y a aussi le fait que quand on emploie des produits trop couvrants et qu'on commence à mettre 3 couches dessus, ça fait un petit peu lisse, ça fait une bonne couche de plâtre, c'est bien dégueulasse, et en photo, c'est vraiment ce qu'on essaie d'éviter. En tout cas, si vous faites du beauté et que vous n'êtes pas dans des trucs fantaisistes hyper artistiques, c'est vraiment le genre de choses à éviter. Ça enlèvera tout ce côté naturel que vous recherchez justement en ayant du grain de peau qui ressort. Ensuite, forcément, je pense que vu qu'on a parlé des autres choses, maintenant vous en doutez, oui, on va parler du matériel. Le matériel, il a son importance, qu'on le veuille ou non. Quand je travaillais avant sur du Canon, il y a maintenant 4 ans, un petit peu plus de 4 ans, ou un peu moins, je sais plus, enfin bref, on s'en fout, j'avais un Canon 1DX et un 5D Mark III, donc ça tapait dans les 18 mégapixels, 20 mégapixels, sauf erreur, je sais même plus exactement, mais c'était pas très élevé. En termes de fichiers, j'avais pas beaucoup de détails dessus. J'ai ensuite passé sur Nikon et je travaille maintenant avec un D810 et le D810 il a 36 mégapixels et la différence elle était vraiment notable au niveau de la qualité des fichiers et de la texture que j'avais sur mes photos. J'avais beaucoup plus de détails, j'ai beaucoup plus de texture à travailler et sur les photos finales ça se voit, c'est pas une différence qui est énorme mais il y a quand même une petite différence et c'est vrai quand on a l'œil entraîné on voit quand même qu'il y a une différence, un petit peu comme quand on passe sur du moyen format, qu'on a du 100 mégapixels ou ce genre de choses, on a encore plus de détails, encore plus de texture et c'est quelque chose qui se voit
voit, je trouve, sur le rendu final, en termes de qualité, en termes de grain de peau, de texture. On a plus de choses, on a plus de pixels, on a une meilleure qualité, on a plus de détails, et c'est vraiment quelque chose qui fait une très légère différence, mais qui fait quand même une différence sur le rendu final. Mais en termes de matériel, pour moi, c'est pas l'appareil photo qui fait forcément une énorme différence. Oui, avoir un plus gros capteur comme du moyen format ou du full frame, c'est cool. Oui, avoir plus de mégapixels, c'est cool. Mais il y a autre chose qui est souvent trop oubliée. C'est simplement le diaphragme. Je vois souvent des gens qui me disent mais je comprends pas, parce que tu vois, quand je vois tes photos, en fait il y a de la texture, et moi quand je regarde les miennes il n'y a pas de texture, et en fait tu regardes le réglage ou même juste tu regardes la photo et ça pète, ça saute aux yeux. C'est simplement que beaucoup de gens shootent avec un diaph qui est hyper ouvert. Alors il faut oublier d'avoir de la texture de peau en shootant à f2, ça sert à rien. F2, si on veut du détail de peau, c'est clairement pas le réglage à utiliser. Vous avez peut-être acheté votre 85 1.4 récemment, vous avez envie de shooter 1.4, oui c'est cool, mais c'est pas en shootant à f1.4 que vous allez avoir du détail de peau du bout du nez jusqu'au fond des oreilles. C'est clairement pas comme ça. Quand je shoot en studio, très souvent, je suis fermé entre f5.6 et f16 selon la quantité de détails que je veux, selon l'objectif que j'utilise et la distance à laquelle je vais travailler de mon modèle. Si par exemple je vais faire du macro, des détails en beauté, soit je vais fermer encore plus, ou alors des fois je vais dézoomer un peu pour recadrer de manière à avoir tout qui est net. On en parlera dans une autre vidéo par rapport au macro, c'est un peu particulier, mais autrement pour du portrait, c'est pas rare que je sois à f8, f11 ou même f16. Quand j'ai envie de vraiment avoir du détail et tout qui est net, c'est des réglages qui sont assez courants pour mon travail. Après c'est clair qu'en extérieur, si le décor est un petit peu moche ou alors que vous avez un peu de peine à cadrer au début, oui c'est cool d'avoir du bokeh partout, shooter à f1.4 ou f2. Mais si vous voulez vraiment du détail, c'est peut-être pas forcément le réglage à utiliser. Et dernière chose au niveau du matériel, et là encore, je pense qu'elle n'est pas des moindres, c'est l'objectif que vous utilisez. Si vous avez un objectif qui est très peu piqué, je pense à un petit 18-55 objectif de kit avec votre appareil APS-C et vous venez d'acheter un Canon 500D, je pense qu'il n'y a même plus un 500D, maintenant ça doit être 700, 800, 900, j'en sais pas quoi. Si vous achetez ce genre d'appareil, vous avez un 18-55 en kit, oui, bah forcément que le rendu, il sera peut-être pas le même que si vous avez un 100 macro série L. C'est pas tout à fait le même genre de qualité, c'est pas tout à fait le même genre de piqué. Là, je vous parle du macro et je vous parle pas du macro par hasard, parce que le macro, c'est très souvent un des objectifs les plus piqués dans les gammes d'objectifs des constructeurs. Quand je travaille en studio, je travaille énormément avec du macro, presque tout le temps, à vrai dire. Quand j'étais sur du Canon, j'avais le 100 macro série L, le 2.8, du coup stabilisé. Je sais que la version normale, pas stabilisée, elle est aussi très bien, elle est vraiment pas très chère, elle doit être moins de 500 € maintenant, je pense, c'est peut-être cher pour certains, mais quand on investit dans un objectif comme ça, c'est vraiment pas non plus énorme. Là sur Nikon, j'ai hésité avec l'objectif Nikon et finalement j'ai pris le Sigma qui est très bien, c'est le 105 2.8 de Sigma, je sais plus le nom complet parce qu'il y a 56 dénominations après, je vous le mettrai en lien dans la description où il est déjà dans mon kit tout au fond de la description. C'est un objectif qui est très piqué et les macros sont généralement plus piqués que les objectifs normaux. Alors peut-être que certains aimeront pas le rendu parce que c'est justement trop piqué, mais si vous cherchez vraiment à avoir du détail et de la texture, ça peut être une solution. En tout cas pour moi ça marche bien, toutes les photos que je fais de portrait quasiment sont faites avec ça. Ensuite, vous l'avez vu, l'éclairage, bah oui, l'éclairage c'est important, l'éclairage on n'y pense peut-être pas forcément, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est important. C'est important pour avoir une belle texture, un joli grain de peau, pas juste parce que c'est de la lumière et que du coup on peut fermer notre diaph. Non, il n'y a pas que ça à vrai dire. Un des autres points, c'est que si on travaille avec la lumière artificielle, il y a une chose qui peut rentrer en ligne de compte, c'est le fait que du coup on a un peu plus de lumière, donc oui, on peut fermer plus notre diaph, mais on peut aussi utiliser un ISO un petit peu plus bas. Quand je travaille en studio, habituellement sur mon Nikon, c'est ISO 64 que j'utilise. C'est l'ISO de base sur ce boîtier, sur le D810. C'est le plus bas, c'est là où j'ai le plus de détails, où j'ai le plus de finesse dans mes fichiers, j'ai les couleurs qui sont au top. C'est vraiment là où l'appareil est le meilleur. C'est pas le cas de tous les boîtiers, c'est bien de regarder un petit peu dans les tests hyper techniques que certains sites proposent pour voir à quel ISO votre boîtier est le mieux. Mais très souvent, dans la majorité des cas, c'est à l'ISO de base, l'ISO le plus bas du boîtier. Une autre raison aussi pour laquelle en fait je trouve qu'utiliser un flash c'est intéressant pour avoir un peu plus de texture de peau, c'est le fait que ça va figer notre image. C'est peut-être débile, on n'y pense peut-être pas forcément tout le temps, parce que quand on a l'habitude de travailler au flash, on n'y pense même plus, on y réfléchit même plus, mais oui, le flash, du fait que l'éclair soit très court, c'est ça qui va figer le mouvement et pas l'obturateur de notre appareil photo. Et du coup, si on a bu trop de café, qu'on a un petit peu la tremblote, ou qu'on a Parkinson, ou que, je sais
pas ce qui peut se passer, le modèle devant bouge trop, bah, d'avoir un flash, ça va nous permettre de vraiment figer le mouvement, que ce soit le nôtre ou celui de la personne qui est devant l'appareil, et ainsi vraiment avoir encore plus de texture parce qu'on n'a pas ce micro-mouvement qui va faire que bah, on a l'impression que c'est pas tout à fait net en zoomant à 100%. C'est là où bah, voilà, le flash peut être intéressant, ça évite ce genre de petit flou de bouger. Mais encore pour ça, faut-il avoir un flash qui a quand même d'une certaine qualité et de l'employer à des réglages qui permettent de réellement figer le mouvement et pas un flash qui dure 30 secondes parce que c'est un flash LED. Puis une autre chose aussi, la lumière, bah, ça permet aussi de donner du relief aux objets, et si on voit certaines imperfections de la peau, comme de la texture, c'est aussi grâce aux hautes lumières et aux ombres. Un bouton, finalement, si on le voit en photo, qu'on a l'impression de 3D, c'est parce qu'on a une partie supérieure qui est éclairée plus que la partie inférieure. Le bouton, en fait, on le voit vraiment parce qu'il y a un reflet spéculaire ou une haute lumière sur la partie haute, et une ombre en dessous, ou bien un petit peu sur le côté, selon le placement de notre source de lumière. Si on veut voir la texture de peau, c'est la même chose. Si vous employez une ring light par exemple, où ça va éclairer de face, bah, des ombres, il n'y en a pas vraiment sur le visage, et du coup, de la texture de peau, il n'y en a pas vraiment non plus. Donc si vous placez vos sources de lumière à la hauteur du visage de la personne, vous aurez peut-être pas forcément beaucoup de texture, ou alors une texture un petit peu bizarre, parce que votre cerveau, il n'a pas l'habitude de voir de la texture comme ça. D'avoir des ombres à plat, c'est peut-être un petit peu déroutant pour votre cerveau. Donc d'avoir un éclairage qui est bien réfléchi, qui est bien travaillé, et d'avoir une image aussi qui est bien exposée, c'est important pour avoir une belle texture de peau, avoir un joli grain de peau. Et c'est pour ça que si vous travaillez avec une lumière artificielle, vous aurez aussi plus de possibilités, en tout cas plus de possibilités facilement, parce que du coup vous pouvez gérer le contraste. En ayant plus ou moins de contraste, ça vous permettra d'atténuer ou d'augmenter un petit peu la texture. Moins vous aurez de contraste ou moins vous aurez d'ombre, et ben moins finalement on verra un petit peu les imperfections. On entend souvent d'ailleurs des conseils comme quoi il faut utiliser de la lumière douce si vous avez une peau qui est un petit peu massacrée. Effectivement, c'est des fois plus facile à retoucher, c'est un petit peu plus flatteur pour une peau qui est abîmée d'avoir une lumière douce, de la même manière que si on avait une lumière douce qui est en plus pas trop contrastée, ça serait encore mieux. Forcément, j'étais obligé de venir parce que sinon, la vidéo, je pense que certains y auraient même pas cliqué dessus. La post-production, bah oui, elle a quand même son importance. Je veux dire, ça fait partie de la chaîne de production entière. C'est important d'avoir une retouche à la fin. La post-production, ça peut faire notre photo ou la ruiner complètement. Si on avait par exemple une très belle image et que tout d'un coup, on commence à retoucher ça au flou gaussien ou alors avec des mélanges de séparation de fréquences et des trucs de techniques bizarres dessus sur notre séparation de fréquences, bah oui, on peut se retrouver avec un résultat qui est un petit peu deg. Donc je vous arrête tout de suite, je vais pas vous présenter ici une technique magique qui va vous permettre de retoucher la peau comme ça en un clin d'œil en ayant un résultat absolument superbe. Parce qu'à ma connaissance, ça n'existe pas. Il y a des techniques qui permettent de gagner du temps, mais il n'y a pas encore de technique qui prend 10 secondes chrono et qui permet d'avoir un résultat parfait. Un des problèmes que je vois souvent quand même avec la texture de peau, et c'est le problème en fait, je dirais, qui revient à 80-90% des cas quand on me dit mais j'ai pas assez de grains sur la peau, quand je la travaille, après je comprends pas, c'est tout lisse, c'est que la majorité des gens qui me posent cette question travaillent avec la séparation de fréquences, travaillent sur la couche basse, soit avec l'outil lasso et faire des flous gaussiens dessus, ou alors avec le pinceau, ou alors avec simplement l'outil tampon, un truc du genre, et ils passent dessus un petit peu comme des bourrins. Alors peut-être que pour eux ça paraît être fin, je suis désolé si je vous vexe en disant ça, si vous faites ça et qu'effectivement vous pensez être fin mais qu'on fait pas vraiment. C'est souvent en fait un truc où oui, la séparation de fréquences permet de séparer la texture de la couche basse qui est censée être les tons et les couleurs. Mais en réalité, on a quand même une partie un petit peu de la texture qui reste sur la couche basse, et du coup, c'est rarement vraiment parfait quand on fait cette séparation, et ça va enlever certaines zones qui, justement, permettent de garder cet aspect naturel quand on va retoucher beaucoup sur la couche basse. Et ça se voit, je trouve, ça donne un effet poupée Barbie. Quand on zoome, il y a de la texture, quand on dézoome, c'est archi bizarre parce qu'il y a tout qui est lisse. Si vous aimez ce genre de rendu, la séparation de fréquences est certainement une très bonne technique. Si vous aimez pas, c'est peut-être pas la technique de choix. Le truc qu'il y a, en fait, c'est que la séparation de fréquences en soi, c'est pas forcément une mauvaise technique, c'est juste qu'elle est tellement facile à utiliser qu'on a tendance à aller trop loin et à retoucher trop, et du coup on perd vraiment cet aspect naturel. Je vous parlais avant du maquillage, je vous disais moi j'aime pour avoir un rendu naturel un minimum de produit sur la peau. Et bien en retouche, même principe. Si vous aimez le rendu naturel, un minimum de retouche pour avoir un rendu naturel. Il faut arrêter de croire que c'est en retouchant pendant 6 heures que vous allez obtenir un résultat naturel. Pour la retouche, je vais pas ici vous parler de mon flux de travail complet. Il y a des vidéos où j'en parle déjà sur ma boutique, où vous pouvez voir des retouches que j'ai faites de A à Z. En plus c'est commenté, comme ça vous pouvez vraiment voir mon processus du début à la fin. Mais juste pour vous donner quelques astuces et surtout pour vous donner une sorte de structure de base,
quand je fais des retouches pour la texture de peau, je fais pas grand chose. Il s'agit en fait simplement de 2, voire des fois 3 étapes. Je vais commencer par une retouche de texture toute simple, c'est-à-dire un calque vierge où je vais simplement m'amuser à corriger un petit peu à l'outil correcteur avec l'outil tampon et ce genre d'outils. Ensuite, je vais passer à du Dodge and Burn où je vais faire la majorité de mon travail de retouche de peau si c'est pas déjà fait avec la partie d'avant. Le Dodge and Burn en fait, mais c'est une majorité, c'est pas forcément un travail qui doit être important. S'il est léger, tant mieux. Et après, il peut des fois y avoir à ce moment-là une séparation de fréquence ou un pinceau inversé qui viendront aider à finaliser un petit peu mon Dodge and Burn pour simplement gagner du temps, parce que des fois le Dodge and Burn prend un peu trop de temps sur certaines photos, notamment sur des close-up en beauté où ça peut être assez long. Et c'est là où je vais finaliser avec une séparation de fréquence pour gagner un peu de temps sur mes retouches, mais pas pour obtenir le résultat absolument parfait final. C'est pas le but, parce que généralement mon but c'est de faire tout ce que je peux en Dodge and Burn et vraiment d'employer la séparation de fréquence comme une touche finale quand c'est nécessaire. Une autre chose aussi qui est souvent un petit peu mal comprise, c'est l'ajout de netteté dans notre photo en post-production. Alors oui, on peut rajouter de la netteté, mais très souvent en fait ce que je vois c'est la retouche, quand on l'a fini, on rajoute la netteté sur toute la photo. C'est pas forcément une erreur si elle est légère, si l'ajout de netteté est léger, parce qu'en fait le truc qui se passe c'est que très souvent, je vois des gens qui essaient vraiment de faire ressortir le grain de peau et qui vont ajouter beaucoup de netteté sur leur photo ou beaucoup de clarté dessus, et ça donne des effets absolument bizarres, horribles même. Et en fait le truc qui se passe c'est que si vous ajoutez de la netteté très fortement et partout, vous allez avoir des effets par exemple de moiré sur des habits, vous allez avoir des effets bizarres sur le fond, parfois des pixels ou du bruit qui peut ressortir. Et sur la peau aussi, ça peut donner des choses bizarres, et même dans les cheveux. D'ailleurs, on voit souvent des espèces de cheveux gris, parce qu'il y a trop de netteté, il y a une espèce de petit halo qui se dessine autour de chaque cheveu, et ça fait des cheveux gris. Alors si vous avez des modèles qui ont 20 ans et que vous leur faites les cheveux gris, à moins qu'elles l'ont voulu dans leur coloration de cheveux, c'est peut-être pas forcément le but. Pour éviter ça, je peux vous donner plusieurs conseils. Le premier, c'est de toujours faire la netteté à la fin de votre traitement et de le faire en fonction du format de sortie final. C'est-à-dire que si vous délivrez un fichier au format A4, faites la netteté sur un fichier qui est au format A4 et pas sur un fichier 36 mégapixels pleine résolution. Vous achetez la netteté, ensuite vous le redimensionnez parce que vous aurez une perception de netteté qui sera accrue et ça va être absolument horrible. L'autre chose que vous pouvez aussi faire, c'est ajouter de la netteté de manière uniquement locale. Si vous voulez ajouter de la texture de peau, faites un calque de netteté pour ajouter de la texture que sur la peau. Vous faites une sélection de la couleur de peau, ensuite vous faites un masque grâce à ça et vous appliquez la netteté sur la peau. Et ensuite même, vous pouvez à la limite, si vous le voulez, masquer certaines zones si c'est trop net. Vous pouvez aussi faire des masses de luminosité. Ça vous permet d'ajouter de la netteté différemment entre la partie des hautes lumières, des ombres et des tons moyens. Ça peut être aussi une technique. Ou sinon, alors vous pouvez le faire simplement avec une netteté globale et ensuite vous peignez très légèrement sur certaines zones que vous voulez faire ressortir. Si vous cherchez des tutos pour ces techniques, vous verrez qu'il y a absolument tout sur la chaîne. Le Dodge and Burn, j'en ai déjà parlé. La séparation de fréquences, j'en ai déjà parlé. Le pinceau inversé aussi. Les rajouts de netteté, même locaux avec des masques de luminosité, j'en ai parlé. Tout ça, vous le trouvez sur la chaîne. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas vous redétailler tout ça ici. Je vous mettrai quelques liens en dessous dans la description. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez simplement aller chercher sur ma chaîne dans les vidéos. C'est assez facile à trouver. Vous verrez qu'il y a vraiment tout. C'est des vidéos qui sont un peu vieilles. Je parlais peut-être un petit peu vite. Il faudra ralentir un petit peu la cadence pour se mettre au niveau du rythme parlé de la Suisse. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est quand même des vidéos qui valent encore la peine d'être regardées. C'était pas plus compliqué que ça. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire par rapport au grain de peau. Il n'y a pas que la retouche qui fait que vous aurez un joli grain de peau sur vos photos. C'est vraiment plusieurs éléments qui se combinent, qui se marient ensemble et qui font que vous avez au final une belle photo. Et là, si je vous parle du grain de peau, à vrai dire, c'est valable pour beaucoup d'autres choses. Si vous avez un stylisme qui est pourri au départ de votre photo, imaginez-vous pas faire un stylisme magique à la fin. Oui, on peut le faire, surtout dans un cadre de photo fantastique. Pour quelque chose de mode, de naturel, de plus brut, c'est peut-être pas forcément génial de compter sur la retouche. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez peut-être eu certains éléments qui vous auront fait tilt, vous direz ah mais peut-être qu'en fait ouais c'est à cause de ça, shoot à f2 et du coup en fait faudrait que je ferme un peu, ou alors peut-être que ma lumière elle a un peu mal travaillé. J'espère vraiment que ça vous aide. Si vous avez des questions plus précises par rapport à ça, qu'il y a certaines techniques que vous voudriez que je développe un peu plus, n'hésitez pas à laisser un petit mot juste en dessous dans les commentaires, comme ça je referai d'autres vidéos par rapport à tout ça. En attendant les autres vidéos, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, il y en a d'autres que je suis en train d'enregistrer. Je vous souhaite de passer une toute belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!